Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Les politiques publiques et sectorielles de 1993 à nos jours, c'est le thème qui est au centre du débat aujourd'hui, un thème assez vaste quand on sait qu'au Tchad, les secteurs de développement ont plusieurs axes. Dans ce débat, nous allons nous intéresser à 3 de ces axes, à savoir économie, finance et climat des affaires, agriculture, élevage et ressources halieutiques, aménagement du territoire et habitat. Quel état des lieux de chacun de ces 3 axes de politique publique et sectorielle? Nous avons reçu ce matin comme invité de cette émission, à ma droite, Monsieur le ministre, ancien ministre, Monsieur Sandjima Dounia. Il est aussi vice-président du sous-comité opérationnel chargé de l'organisation matérielle du dialogue national inclusif. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et mes meilleurs vœux à toute l'équipe de l'ONAMA. Merci beaucoup. Et à ma droite, juste à côté, Dr Ali Zakaria Moussa, il est le président du sous-comité thématique politique sectorielle. Docteur, merci aussi d'être là avec nous pour nous édifier. Merci à vous et bonjour à toute l'équipe de l'ONAMA que nous remercions et meilleurs vœux à tous les Tchadiens qui nous suivent. Merci. Et nos Tchadiens aussi. Merci beaucoup. À l'extrême gauche, nous avons M. Koulagé Samuel, spécialiste en aménagement du territoire. Merci d'être là également pour apporter votre contribution à ce débat. Bonjour, merci aux téléspectateurs, merci à l'animateur. Nous sommes prêts pour donner notre contribution à ces échanges-là. Voilà, merci. Nous commençons par Dr Ali. C'est quoi les politiques publiques et sectorielles? Oui, merci pour cette question pertinente. Déjà, d'abord, il y a lieu de souligner qu'il y a politique publique au singulier, et bien marqué avec un grand P, avant qu'il y ait les sectoriels par la suite qui sont en petit p. Alors, si on prend un pays comme le nôtre, tout comme les autres de par le monde, politique publique, c'est l'orientation que se donne chaque pays pour dire voilà comment moi j'entends mettre en œuvre des actions coordonnées en synergie à travers toutes les composantes d'action que je souhaite mener pour qu'il y ait de la satisfaction sous forme de biens matériels et immatériels aux populations, mais aussi comment faire en sorte qu'en même temps, il y ait la décence de l'environnement qui les abrite. Dans notre cas, comment faire en sorte qu'il y ait satisfaction des biens matériels et immatériels aux populations d'une part, mais aussi préserver durablement nos 1 284 000 km² en termes de capacité de réponse pour nourrir la population ou offrir d'autres ressources au pays, et donc par ricochet aux populations. Voilà, ça c'est le grand P. Oui. Et elle devient sectorielle dans la mesure où nous avons beaucoup de secteurs d'activité pour satisfaire ces besoins matériels et immatériels des populations. L'éducation devient un secteur avec tout ce qui s'ensuit, ces sous-secteurs. L'agriculture qui nous concerne ici, ou le développement rural de façon globale, avec ses sous-secteurs, etc. Voilà, grosso modo, donc il y a le grand P et le petit P. Alors, nous allons commencer par étapes. La première étape, c'est la section économie et finances. Section économique-finance, Monsieur le ministre, Docteur Ali, Monsieur Samuel. Alors, la première question, quel bilan succinct peut-on faire de cette politique dans le domaine de l'économie et des finances? Vous avez dit Monsieur le ministre? Non, bon, la parole est à qui veut la prendre. D'accord. Alors, le Tchad est immensement riche. C'est important que les auditeurs le sachent. Immensément riche en eau, partout, sur ces 1 200 000, sans exception aucune. Il y a quelques poches où on ne trouve pas de l'eau souterraine à fleur de sol, mais il faut percer pour aller en profondeur pour l'avoir. Mais tout le pays est classé zone bleue, c'est-à-dire qu'il y a la vie
l'eau étant la vie, partout. Même à l'extrême nord où il ne pleut pas, l'eau est l'eau est à fleur de sol. Oui. Et parfois à 50 cm. Juste dégager le sable et vous avez de l'eau. Donc ça c'est déjà une première richesse. Et l'eau plus terre égale économie primaire. Agriculture, élevage, pêche, cueillette, etc. Bref, toutes les ressources qu'on peut obtenir par une petite action de l'homme, homme grand H, femme homme je veux dire, ça permet déjà de rehausser. Et ensuite, on a les ressources minérales ou minières, plus en profondeur. Et là aussi, partout le Tchad est riche en ces matériaux précieux. Et même dans l'air, ce que beaucoup de gens ne savent pas, les quelques spécialistes le savent, le vent de sable qui quitte notre désert, il traverse l'océan et il va nourrir l'Amazonie dans les Amériques là-bas. Parce que ça contient des sels minéraux spécifiques, nécessaires à faire nourrir la plante. Donc, même ça, c'est de l'économie. Si nous en sommes conscients. Voilà. Et donc, l'économie, donc c'est cette façon de dire, il y a des ressources humaines, matérielles, naturelles. Comment articuler les choses pour produire de façon à consommer, mais pour produire de façon à partager. De façon à exporter aussi. À exporter, mais aussi à créer un surplus pouvant, par exemple, dans le domaine agricole, assurer sa souveraineté alimentaire. C'est tout cet ensemble-là. On parle juste articuler terre, être humain et ce que Dieu y a mis. À l'œil nu, ou alors il faut le travailler en allant au sous-sol. Alors, cette économie-là, il y a eu beaucoup d'avancées, mais elle n'est pas encore finalisée parce que les gens ne sont pas encore assez conscients de cette immensité de richesses que nous avons au niveau du pays. Et donc, il y a un lieu de chercher à avancer positivement en étant conscient qu'il est possible, à travers uniquement la terre, de se nourrir les autres et même générer des revenus. Maintenant, on passe à l'aspect finance. Les finances étant juste un moyen d'échange. Et on les obtient de deux façons. Et les petits commerçants au marché ou le grand exploitateur, ou alors l'agriculteur ou l'éleveur ou le pêcheur qui vend son produit, il génère un peu d'argent. Et à côté, il y a aussi les recettes de l'État qui découlent des impôts et taxes ponctionnés sur les ressources financières que les populations ont générées. Maintenant, ça, les deux réunis, les ressources financières des populations et les ressources financières de l'État, a priori, devraient servir pour améliorer le climat des affaires. Quand climat des affaires, c'est peut-être un gros mot, mais ça permet à la petite femme mosso au petit marché de Dembe de ne pas être matraquée par les services des impôts. Heureusement, maintenant, il y a une bonne décision qui vient d'être prise là, en ce début d'année, où il est interdit de matraquer les petites populations qui démarrent, qui font les affaires, parce qu'ailleurs, logiquement, l'État devrait subventionner toute initiative tendant à créer des richesses. Et pour qu'il y ait richesse, il faut que la personne s'asseye, développe son activité, résout ses problèmes sociaux, maintient son capital, et le petit bénéfice qui vient en plus, à ce moment-là, la personne contribue aux recettes de l'État. Logiquement, c'est comme ça le climat des affaires. Or, aussi bien au niveau des commerçants, des grands commerçants, on va dire comme ça, qui ont une assise locale, régionale, internationale, en faisant les jeux d'import-export, ils ont des matraquages. Et la petite dame au petit marché de Dembe, pareil. Les petits jeunes qui veulent mettre un petit kiosque parce qu'on n'a pas bien réfléchi l'éducation. On va y revenir si vous le souhaitez. Mais alors, quand ils veulent démarrer une activité, là aussi, il est tout de suite écrasé. Mais dorénavant, ça c'est fini déjà, avant même le dialogue. Et les autorités viennent de prendre une décision que ça doit cesser et que le climat des affaires soit. Donc c'est pour ça que ces trois secteurs sont intimement liés. Les analyser est important parce que on produit, c'est vrai, on consomme, c'est vrai, mais on a besoin d'échanger à travers les finances et il faut qu'il y ait un climat pour que l'entrepreneuriat des jeunes soit.
ça fait climat des affaires. Le petit commerçant du marché des 1000 soies, c'est le climat des affaires, etc. Oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, docteur Ali, vous avez répondu de façon claire. Mais nous, en termes de politique publique, puisque au Tchad, il y a eu quand même beaucoup de politiques nationales sur documents. Le Tchad a élaboré et mis en œuvre plusieurs plans nationaux dans ce domaine, dans le domaine de l'économie, dans le domaine également des finances. Alors, quel bilan on peut faire de ces différents documents des politiques nationales? Non, en fait, si vous permettez, je voudrais peut-être ajouter au propos de Dr Ali Zakaria, qui est le président du sous-comité thématique qui prépare donc tout ce qui a trait à la politique publique sectorielle. Je voudrais ajouter qu'il y a la dimension planification qu'il faut prendre en compte, que ce soit dans l'économie, dans les finances. Il faut prendre en compte, et quand je dis il faut prendre en compte, ça signifie non seulement qu'il faut l'inscrire quelque part, le mentionner quelque part, mais également s'assurer des différents paramètres qui concourent à la mise en œuvre de différentes actions ou des différents axes qui sont dans les plans. Et ça, quelquefois, il faut le dire, au Tchad, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Quand on prend le Tchad de 1993, si nous considérons que 1993 constitue une date repère ou une année repère, jusqu'en 2021, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu je n'ose pas dire que ce sont des grandes enjambées, mais il y a des contraintes qui persistent et qui font que quelquefois, que ce soit dans le domaine de l'économie, des finances ou dans le climat des affaires, il y a on a la sensation, on a le sentiment, que l'applicabilité de tout ce qu'on met comme plan là, il y a des efforts à faire en tout cas. Il y a des efforts à faire. Dites-nous, est-ce qu'il y a encore des soucis dans la mise en œuvre de ces différents documents de politique publique et sectorielle? Oui, juste pour compléter les deux précédents intervenants, je crois qu'on n'est pas encore au bout. On est dans une situation où il est vrai qu'on dispose assez de potentialités, de potentialités en termes agricoles, élevage, ainsi minières. On en a suffisamment. Mais le gros problème qui freine un peu le développement, c'est la question de gouvernance de ces potentialités-là. Et il est vrai également en termes de planification, comme le ministre vient de le dire, on a eu beaucoup de documents de planification. Le Tchad a eu de très bons documents de planification. La question ne se pose plus en termes d'identification des activités ou des orientations stratégiques, mais la question de fond, c'est la mise en œuvre de ces documents de planification. Et les réalités sur le terrain sont telles que on ne ressent pas l'impact de ces politiques-là, de ces orientations sur la vie au quotidien des populations tchadiennes. Et ce qui fait que, on doute un peu. Le commun des mortels dit que, on n'a pas fait de grandes choses. Mais en termes de conception, en termes de politique, je crois que les politiques sont bien conçues, bien cohérentes, puisque toutes ces politiques-là ont acquis l'adhésion de la communauté internationale. Mais c'est la mise en œuvre de ces politiques qui nous pose souvent de problèmes, parce que chaque partie prenante ne s'approprie pas des différentes orientations qui sont définies dans ces documents de planification. Oui, mais pourquoi il y a des difficultés au niveau de la gouvernance? Est-ce que ça demande un recadrage? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Bien sûr, je crois que pour mettre en œuvre, il faut des hommes. Des hommes compétents? Voilà. La question des ressources humaines, de leur gestion, et ça nous pose énormément de problèmes. Si on a des ressources humaines suffisamment qualifiées et si on les mobilise de manière optimale pour réaliser ces orientations, je crois que les choses vont s'améliorer. Le problème, on l'a toujours soulevé, c'est la question de gestion des ressources humaines et de leur utilisation. Merci. Et docteur Ali, d'entrée de jeu, en nous situant les politiques publiques et sectorielles, vous avez parlé des secteurs économiques, là où vous avez touché même les femmes qui sont au marché, les femmes mousseaux et autres, tout ça. Mais on a l'impression que l'économie nationale est dominée par l'informel.
Est-ce que ce n'est pas un problème réel pour vous qui êtes aujourd'hui en train de réfléchir et voir quelle solution faut-il trouver? Oui, merci pour la question. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure, si vous le permettez. Oui, allez-y. Gouvernance et planification, bonne volonté. Je me permets de faire réfléchir tout le monde. L'aspect politique, elle est confirmée et assumée. Elle est claire chez nous au Tchad, notamment dans les domaines des politiques sectorielles. Par contre, l'aspect stratégique pose encore des problèmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on prend l'acteur stratégique, après qu'il ait une orientation politique avec les ressources qui accompagnent, son rôle, c'est de se dire, il y a cette année, le politique a donné telle orientation, cette capacité de s'adapter à l'orientation. Pour me faire comprendre des auditeurs et de tout le monde, c'est de dire que le politique, quel qu'il soit, il gère un mandat. Un chef de famille gère un mandat le temps que ses enfants atteignent leurs 25 ans, s'autonomisent et que lui, il essaie de voir comment je vais gérer ma vieillesse. C'est un acteur politique. C'est pareil aussi pour une grande société comme le Tchad, avec des élus pour X ou Y postes. Dans tous les cas, tout acteur politique gère un mandat. Par contre, un pays et sa population, il gère l'articulation au moins entre deux générations. Et ça, c'est là où nous avons des problèmes stratégiques. Je m'explique encore plus en profondeur. Je suis papa, je viens d'épouser Jacqueline, on a un bébé. D'ici 25 ans, il va être normalement en début d'entrée à la vie active. En tout cas, le contexte de nos jours. Mais chaque année ou chaque mois qui se passe, le papa et la maman, ils assurent l'évolution de l'âge jusqu'à l'âge adulte ou jeune adulte qui entre dans la vie active. Et il faut que, donc, ce papa-là, quand il aura 50 ans, son enfant aura 25 ans. Ou papa et maman, bien sûr. Ils auront, quand ils auront 50 ans, leur enfant aura 25 ans. Et donc, il pourra prendre la relève matérielle et immatérielle liée au développement global. Ça nous manque encore. Nous avons fait l'effort, les politiques ont déterminé les orientations, mais au niveau de la stratégie de mise en œuvre, ça c'est un premier problème qu'il faudra réfléchir et faire évoluer à partir de la transition, ou même maintenant, et plus loin pour le Tchad durable. Un second élément aussi de cet aspect de gouvernance et planification, vous savez que nous sommes héritiers d'un parcours donné. Au-delà même de 1993, nous avions le Tchad précolonial et nous avons le Tchad colonial. Ceux qui sont porteurs des valeurs du Tchad précolonial sont considérés comme des TDV, des tout droits du village. Nous qui avons été à l'école, on est les super branchés, évolués, etc. Ce fossé-là fait que les anciens ne nous donnent pas leurs clés de planification stratégique qui puissent contribuer à la mise en œuvre de bonnes politiques édictées par les politiques. Par ricochet, si on remonte maintenant, les jeunes ou bien la génération actuelle, ceux qui sont venus après nous autres, sont davantage branchés extravertis que intro et extravertis. Nous autres, on a les deux. Mais la nouvelle génération est à la fois davantage extravertie qu'introvertie. Donc tous ces aspects de stratégie-là sont des défis à relever de façon globale pour que, je reviens à votre question, dès lors qu'on a une orientation politique avec grand P, au niveau des différents secteurs, il y a lieu de démultiplier les petits P sans oublier le grand P. Oui, il faut s'appuyer sur le grand P. Il faut s'appuyer sur le grand P avant de faire son petit P. Et comme il y en a plusieurs, il faudra aussi, dans un deuxième niveau de ce grand P, c'est penser comment les petits P de chaque secteur s'articulent
à l'ensemble. Ça aussi, ce sont des exercices qui nous manquent encore, disons, qui sont insuffisants. Il y a eu beaucoup d'efforts, comme les uns et les autres l'ont dit, mais ça reste encore des défis à relever à la fois par nos aînés, par nous, et ensemble avec ceux qui prennent la relève, la génération qui vient juste après nous. On doit travailler ça pour que le Tchad durable, où tout le monde soit satisfait en termes de besoins et aspirations, à la fois matériels et immatériels, cet exercice-là, il est encore un défi. Et donc, quand on regarde maintenant la question de économie, finance, climat des affaires, qui est votre première question, les avancées sont faites, je vous donne un élément économique, mais qui touche l'agriculture. Les politiques ont, entre 2001 et 2010, décaissé 1000 milliards pour le secteur rural. C'est beaucoup d'argent. Dans le même temps, les politiques ont dit qu'il faut mécaniser l'agriculture. Ça, c'est le politique qui a donné l'orientation. Oui, il y a eu beaucoup de projets, notamment. Sauf que la gestion. Les stratégiques n'ont pas agi comme il se doit. Pourquoi? Concrètement, ça va faire réfléchir les uns et les autres. Et faire aussi reculer profondément, chacun en son intrinsèque, la politique des tracteurs. Mais le politique a dit mécanisation et a décaissé les sous. Mais au niveau stratégique, comme ce n'est pas articulé, les techniciens que nous sommes, on a pensé tracteur. Mais le Tchad, sur ces 1 284 000 km², il est divers en termes de texture de sol. Dès que vous faites 150 km à l'ouest, vous commencez à avoir déjà des bancs de sable qui sont en train d'ensabler les oasis productrices de nourriture pour les populations. Mais ces espaces-là, vous remontez jusqu'au Grand Nord, n'ont pas besoin de tracteurs. Mais ça, ce n'est pas aux politiques de gérer ça, c'est à nous, techniciens, de gérer ça. Justement, par l'inarticulation, là où on a besoin de désensabler, on a besoin de tractopelles. C'est-à-dire qu'on a déjà respecté le grand P, mais on a ajusté le petit P en fonction du contexte. Ça, c'est un exemple concret de défi qui nous reste à relever. Et donc, au niveau stratégique, il y a un travail sérieux à faire, de prise de conscience dans les différentes spécialités, mais aussi comment articuler les différentes spécialités pour que tout se tient au grand P et par ricochet, la satisfaction des besoins matériels et immatériels des populations va se faire. Et comme cela, la population, la grande majorité qui n'a pas été à l'école comme nous autres, qu'importe le type d'école, ils pourront nous rencontrer davantage et les quelques vieux qui sont là sous les cases pourront commencer à sortir leurs bons secrets de réussite de la vie. Et comme ça, on aura articulé tous nos savoirs hyper intéressants du passé à ce qu'on a appris des livres. Et comme ça, les jeunes d'aujourd'hui vont démultiplier leur initiative. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, maintenant, on va aborder le secteur informel qui domine un peu le formel. Alors, le secteur informel domine le formel. Pourquoi? Il faut se poser la question. C'est parce que à travers l'école, on pense que tout ce qu'on a appris des livres là, c'est ça, on doit amener les gens là. Mais ces gens-là, ils refusent. Pourquoi? On doit s'interroger, nous les stratégiques, une fois de plus, pour guider les politiques. Quand au moment il y avait des impôts, les gens payaient leurs 1000 francs d'impôts. À ce moment-là, ils ne sont pas informels là. C'est-à-dire ils ont compris pourquoi payer 1000 francs. Et donc ils le payaient normalement. Lorsque la personne est assez riche, entre guillemets, c'est-à-dire la petite dame Momoso, qui arrive déjà de ces 10 000 francs à arriver à 50 000, si le monsieur de la mairie vient la voir pour un ticket de 100 francs, elle va même lui donner 1000 francs par anticipation pour dire « Khalinin Ninjama, laissez-moi tranquille pendant 1 mois ou 2 mois ». Et parfois, elle donne les 1000 francs, mais elle ne reçoit pas les tickets. Oui, mais ça, c'est une autre réalité. Et cet argent voilà. va hier. Et donc, ça, c'est la malgouvernance que vous dites. Et pour le moment, restons dans les pourquoi les gens sont informels. Ils ne le sont pas. Et c'est parce qu'on n'a pas pensé comment les rencontrer. Désorganiser.
les organiser. Il faut qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants de ce que nous autres avons appris de l'école là. Qu'est-ce que cela veut dire informel? Qu'est-ce que cela veut dire formel? Déjà, il n'y a pas un message. Il n'y a que le mot secteur informel, ça c'est connu. Mais c'est quoi le formel, c'est quoi l'informel? Il n'y a pas un travail de sensibilisation. C'est ça. Oui, monsieur le ministre. Non, je voudrais ajouter, en rebondissant sur ce qu'il a dit, notamment les acteurs stratégiques qui ne font pas suffisamment d'efforts pour que les orientations politiques se traduisent en choses concrètes, ou bien pour prendre en compte également l'aspect des ressources humaines mal utilisées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport d'évaluation de la gouvernance du Tchad, qui a été produit par le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, et au MAEP, et qui a été présenté en janvier 2017 à Addis Abeba par le chef de l'État. Dans ce document, une des faiblesses criardes que nous avons relevées, que le MAEP a relevées, c'est le manque de valorisation du capital humain au Tchad. Et ça, vraiment, si on veut arriver à une synergie d'action entre les différents acteurs stratégiques, les cadres, les subalternes ou supérieurs, etc., qui doivent mettre en œuvre, pratiquement sous la supervision d'un département ministériel, les orientations politiques, il faut, et je me réjouis que récemment, lors d'un conseil de ministres, il y a eu à la sortie un compte rendu qui a été fait, où les hautes autorités ont insisté sur la responsabilisation en tenant compte de la compétence, des expériences, etc. Je me réjouis de cela, mais il faut le mettre en œuvre pour que, quand des orientations politiques sont données, qu'elles soient bien comprises par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre, et cela passe nécessairement par la valorisation du capital humain. Si on n'arrive pas à ça, évidemment, on a beau faire des plans nationaux de développement qui sont exquis, qui sont bien à lire, avec de bonnes intentions, mais tant qu'on n'arrive pas à ce niveau, là où on responsabilise ceux qui comprennent ce qu'on leur demande et qui les mettent en musique, bon, on ne s'en sortira pas. Donc il restera toujours des efforts à faire. Oui, beaucoup d'efforts à faire, Monsieur Koulagué. Est-ce que vous avez un élément à ajouter par rapport à ce constat d'échec qu'on est en train de relever? Oui, mais moi je pense que ce n'est pas un échec en tant que tel. Il faut reconnaître que, comme on l'a souligné, les politiques publiques sont là, les orientations sont là, mais il faut relever également que dans la mise en œuvre de ces politiques-là, il y a un problème de cloisonnement des départements ministériels. Il n'y a pas de partage d'informations. Et ça pose un problème. Quand ces différentes structures qui sont chargées de traduire les orientations sur le terrain ne communiquent pas suffisamment entre elles, ça fait que les résultats sur le terrain sont mitigés. Il n'y a pas d'homogénéité ni de cohérence dans la mise en œuvre. Sur le plan conceptuel, il y a des cohérences. Mais sur le terrain, quand vous allez, le ministère de l'Agriculture, par exemple, réalise ses actions, le ministère de l'Élevage n'est pas au courant de ce qu'il fait. L'environnement n'est pas au courant. L'environnement non plus. Oui. Et ça fait qu'il y a des chevauchements dans les actions et on ne tire pas de synergie dans ces différentes actions-là. Ça affaiblit un peu les résultats que nous obtenons dans la mise en œuvre de ces politiques-là. Et ça, c'est des actions qu'il faut tenter de corriger dans le temps pour permettre aux uns et aux autres de suffisamment communiquer, de suffisamment d'être coordonnés pour l'efficacité de ces politiques-là. Oui, pour nous permettre d'avancer, parce que le thème est vaste et le sujet semble être intéressant et pertinent. Et vous avez déjà abordé le climat des affaires. Et en ce qui concerne donc le climat des affaires, le gouvernement a élaboré, entre autres, beaucoup de projets, notamment le PACAD. Nous avons retenu ça, le PACAD, le projet d'appui à l'amélioration du climat des affaires et la diversification de l'économie tchadienne. Vous avez également le conseil présidentiel pour améliorer le climat des affaires. Vous avez la mise en place de l'ANI, l'Agence nationale des investissements et des exportations. Est-ce que vous pensez que ces mécanismes mis en place permettront de résoudre en partie les difficultés que vous avez énumérées ici en termes de stratégies de mise en œuvre, en termes de gouvernance et autres, Monsieur le ministre?
Non, en fait, ce que je voudrais peut-être dire, c'est que c'est vrai qu'il y a un dispositif qui est là, constitué de plusieurs sous-dispositifs, hein, vous les avez cités tout à l'heure, mais pour revenir à ce qu'a dit Samuel, c'est qu'il y a un cloisonnement. Quand vous prenez l'ANI, quand vous prenez les différents projets, est-ce que de temps en temps, il y a des séances de travail, de concertation et de mise en commun des idées pour voir si l'état d'avancement de tel ou tel projet, si les activités qui sont menées par telle ou telle institution s'ajustent par rapport aux autres. Donc il y a cet effort-là à faire et je crois que la nécessité se fait sentir de plus en plus et nous arriverons à cela. Hein. Monsieur Kolaké? Oui, mais je pense que ces différentes structures qui sont mises en place ne sont pas mises en place de manière informelle, comme on parlait de l'informel tout à l'heure. Oui. C'est peut-être pour résoudre c'est pour résoudre des problèmes bien précis, bien identifiés. Et il revient maintenant à ces structures-là de se mettre au travail pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont identifiés. Et comme on est obligé de revenir dessus sur la question de communication, hein, c'est important la question de communication, de partage d'informations entre les différentes structures pour de meilleures efficacités. Donc ces structures-là, je pense que si chaque structure met en place ou traduit les objectifs qui lui sont assignés en termes d'action concrète sur le terrain, il va y avoir quand même d'amélioration du climat des affaires. Ça, je suis convaincu. Docteur Ali, je pose une question d'actualité. Et depuis 2021, il y a un projet de l'Union africaine, la zone de libre-échange continentale, qui est déjà mise en œuvre. Est-ce que le Tchad, concurrentiellement, est apte à s'imposer en termes de produits sur le marché, ne serait-ce que sous-régional? Le Tchad, pays, est apte. Oui. Mais est-ce que nous avons des produits... Mais je reviens à ce qu'a dit M. Samuel. Ouais. Le Tchad, en tant qu'espace, est apte. Et en termes de ressources... En termes de ressources à exporter, est apte. Ouais. Maintenant, il faut la qualité. Non, pas la qualité. La qualité y est. Les humains se doivent de se travailler d'abord un tout petit peu pour se faire de la place. Parce que dans les échanges entre les pays ou entre les continents, il n'y a pas de mon frère. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a qu'une logique de gagnant-gagnant ou une logique de gagnant-perdant. Si vous êtes bien organisé, vous allez aller dans une dynamique de gagnant-gagnant. Et si vous n'êtes pas bien organisé, vous irez dans une dynamique de perdant. Vous aurez des miettes. Mais le pays n'a pas besoin de miettes. Peut-être que vous, en tant qu'individu, vous avez eu des miettes, mais votre famille ne peut pas se satisfaire de ces miettes. Combien de fois un pays où il y a des millions de personnes qui y vivent? C'est ça le problème. Un exemple concret, il est apparu que, je profite pour féliciter un compatriote très battant qui s'appelle Jean Gamine, qui a insisté pour donner un label certification internationale pour exporter notre karité. Et il est apparu que les karités du Tchad sont meilleures pour faire du chocolat. Parce que ça se substitue maintenant de plus en plus au cacao. Oui. Et que le beurre de karité du Tchad est très bon pour la peau. Etc., etc. Par rapport aux autres de la sous-région. Je ne suis pas technicien de ce domaine, mais j'ai lu et j'ai entendu que, effectivement, notre beurre est hautement recherché. Ça s'exporte actuellement en Suisse, au Canada et ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose pour une assise. C'est un exemple. La gomme arabique. On est deuxième producteur après le Soudan. Mais aujourd'hui, mais on n'est pas exportateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Exportateur organisé. On n'est pas exportateur. Non, on est plutôt suppléant.
C'est ça. De façon pratique. Pourquoi suppléant? Ben, je vous ai dit. Parce qu'il faut remplir les conditions. Les conditions humaines de s'organiser, d'asseoir la dynamique de filière nécessaire et pour que les processus de valeur en termes de chaînes qu'on attache les uns aux autres, les valeurs retombent ici. Mais quand vous vous dites exportateur, mais que les valeurs de retombées de votre travail d'export se retrouvent ailleurs, vous n'êtes pas exportateur. Vous êtes suppléant de l'exportateur. C'est ça l'enjeu de mes propos. Ça veut dire que même si on a des exportateurs, ils ne le sont pas à la réalité parce que les valeurs ajoutées qui découlent de notre propre produit, on n'en profite pas assez et comme il se doit. Bien sûr, il faut la logique des gagnants-gagnants. Mais on n'est pas encore dans la logique des gagnants-gagnants en termes de gomme arabique. Nous avons aussi le sésame. Je suis à la télé, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Mais il y a des pays qui viennent chercher notre sésame et mettre leur label. Une fois aussi, on revient à la case de départ, travailler le capital humain pour qu'on s'attache à nos racines, à travers nos quelques vieux qui restent, pour qu'ils nous donnent les clés des relations, de vie en société. Et que nous, on aussi tienne compte de cette réalité-là, pour que les cadets qui poussent puissent prendre à la fois l'expérience des anciens, l'expérience concrète que nous, on a vécue, plus ce qu'ils ont appris, que nous aussi avons appris, c'est les mêmes papiers. Et comme ça, ils pourront bâtir un Tchad où l'aspect climat des affaires, import-export, s'efface comme il se doit. À un moment donné, on a importé beaucoup de tables et chaises. Alors qu'on a des menuisiers de haut de gamme ici. Tout ça, c'est l'aspect ressources humaines, la qualité, le défaut de qualité des ressources humaines. Donc, il faut la formation, il faut développer non, la qualité, formation. elle est là. Quand je dis défaut de la qualité des ressources humaines, c'est ça notre problème. C'est-à-dire que les Tchadiens, pris individuellement, sont tous très intelligents. L'histoire le montre. Si on regarde l'histoire, ça montre que tous les Tchadiens sont intelligents. Mais se mettre en synergie pour se positionner par rapport à une situation, ça pose problème. Et donc cet exercice-là, il y a lieu de le faire pendant et après le dialogue, mais c'est du moyen long terme. Pour revenir à votre question, ça veut dire que tout ça, ce sont des préalables qui ne sont pas remplis. On a les ressources d'export pour nous positionner. J'ai cité 3 exemples. Il y en a d'autres encore avec lesquels le Tchad peut tirer son épingle de jeu. Il y en a plein. Mais on n'est pas encore organisé. Quand vous ne vous organisez pas, vous ne saurez jamais faire de la bonne gestion. Vous avez de la viande? C'est ça, vous n'êtes pas organisé, la gestion... Non, mais la gestion... Ne serait-ce qu'au niveau de l'Afrique centrale. Tout à fait, la gestion pose problème si vous n'êtes pas en amont organisé. L'organisation vient avant. Quand M. le ministre parlait de la planification, la planification est un élément de l'organisation. Vous ne savez pas planifier, donc vous ne saurez jamais articuler les choses. Donc vous allez gérer quoi? Vous allez gérer avec des erreurs. Même si vous avez l'intelligence nécessaire, la gestion se fera avec erreur, parce que, erreur, un exemple d'erreur, si vous voulez, si vous souhaitez. Je suis commerçant et je me rends compte qu'en important les tables de la Chine ou du Cameroun, ça me fait gagner 500 000 francs par table. C'est un exemple. Mais la table là va être utilisée 1 an et demi et puis c'est fini là. Alors que si je fais travailler un menuisier ici localement, la table va durer 10 ans. Moi j'aurais gagné 250 000 francs par table. Ça me revient. Mais l'écart est grand. C'est parce qu'on n'est pas organisé. On voit tout de suite le costaud de 500 000. Alors que si on gagnait juste 250 000, on a du durable. Et on a offert l'emploi à côté du je veux dire le menuisier. Et derrière le menuisier, il y a combien de personnes? Oui, il y en a beaucoup. Voilà. Il y a de l'emploi pour tout le monde. Et donc, c'est l'aspect organisation où il nous faut vraiment s'y mettre. Et comme ça, la zone franche, on va y entrer conséquemment. Je voudrais partager
du vécu, hein, une expérience. À Addis Abeba, par exemple, on vend dans des boîtes les moringa, le kagbogo, là. Oui. Moi, quand je vais au village, c'est ma sauce préférée, tout ça, et je retrouve ça dans des boîtes, mais vraiment bien conditionnées, en poudre et en feuilles. Je me dis, mais pourquoi chez moi cela ne pourra pas se faire, ne pourrait pas se faire? De même, à Ouagadougou, on retrouve conditionné les spirulines. Oui. Et quand j'ai demandé, j'étais dans un coin des prêtres, hein, j'étais en train de causer avec eux, donc on a mangé ensemble, et puis j'ai demandé, mais comment est-ce que se fait la transformation? Ils disent non, ils font venir la spiruline du Tchad et ils font le conditionnement. Donc je me dis, mais au Tchad, les opérateurs économiques peuvent faire la même chose. Hein. Le moringa, ce n'est pas ce qui manque au Tchad, il y en a plein. Je ne parle pas seulement du moringa et de la spiruline, je peux étendre ça à d'autres produits agricoles. Quand vous vous rendez compte, par exemple, qu'à certaines périodes de l'année, d'importants volumes de mangue sont jetés parce que non achetés, parce que ça va pourrir, etc. Je me dis, mais pourquoi on ne rattraperait pas ça pour pouvoir les valoriser et faire de sorte que le Tchad puisse utiliser ces produits agricoles, les conditionner et faire de sorte que cela donne de l'emploi aux jeunes, cela puisse se permettre d'organiser les opérateurs économiques autour des filières de ce genre. Monsieur Koulagué, le même constat est fait aussi dans le domaine de l'élevage, des ressources halieutiques. Est-ce que c'est le problème aussi de transformation, le problème d'organisation? C'est la même chose. Vous avez déjà trouvé la solution. Je crois qu'ils l'ont suffisamment évoqué. Oui. C'est la question de transformation de nos ressources pour que qu'on crée de la valeur ajoutée. Parce que sans ça, moi, je ne sais pas comment on peut être compétitif dans un marché. Mais le gros problème, on a par exemple le plan national de développement de l'élevage 2019-2016. Est-ce qu'il y a eu l'impact sur le terrain réellement? Oui, Docteur Ali. On revient toujours à l'aspect planification articulée. Oui. 2009-2016, c'est 7 ans. 7 ans pour l'élevage du Tchad, c'est quelque chose, mais c'est pas ce qu'il faut. C'est quelque chose. Justement, parlons de l'élevage par le point de ce que je considère comme le point de repère. Déjà, nous n'écoutons même pas l'éleveur. Nous ne savons pas l'écouter. Tout comme on ne sait pas écouter l'agriculteur. Tout comme nous ne savons pas écouter le pêcheur. Comment est-ce qu'on peut faire un plan qui porte des fruits? Qu'importe notre ressource technique et financière apportée à X ou Y programme. Si on prend l'éleveur, l'éleveur dit, moi, ma logique, ce n'est pas moi. Ma logique, c'est le bétail. Or, si vous observez, lui, le bétail, il suit l'eau. Il ne suit pas le pâturage. Oui, là où il y a de l'eau, il y a naturellement du pâturage aussi. Justement. Oui. Mais vous et moi, vous êtes journaliste, c'est un autre milieu. Oui. Mais nous autres paysans, mon collègue et moi, de temps en temps, nous nous rendons également il y a des milliers d'hectares de pâturage, mais il n'y a pas d'eau. Et donc, mais on dit souvent, mais pourquoi vous ne partez là où il y a de l'herbe? Pourquoi les éleveurs ne restent pas loin là-bas? Mais c'est parce que nous n'avons pas écouté l'éleveur. Si nous l'avons écouté, lorsque les politiques donnent une orientation et ils décaissent de l'argent, eh bon, nous allons faire des points d'eau autant que faire se peut, là où il y a de l'herbe dans les espaces pastoraux, pour que l'éleveur reste là-bas. Parce que lui, il suit le bétail, ce n'est pas le bétail qui le suit. Donc on aura réglé déjà pas mal de problèmes, entre autres de conflits de compétition entre agriculteurs et éleveurs, qui devient de plus en plus récurrent ces dernières années. Ça, c'est un exemple. Le second exemple, le pêcheur. Mais tous leurs jeunes sont en train de venir en ville. Tous leurs bras valides sont en train de venir en ville. Parce qu'on n'a pas écouté le pêcheur, comme quoi le pêcheur dit, pour qu'il y ait poisson, il faut d'abord l'eau soit saine. Mais l'eau est polluée depuis Sahara jusqu'au lac. Polluée par du chimique. Oui. Par du chimique. Oui. Et le chimique, c'est lui et moi.
Et surtout les agriculteurs qui utilisent tous les produits... oui, mais c'est nous qui les avons encouragés à ça. On revient encore à la case de départ de la qualité, le défaut de qualité des ressources humaines que nous avons. Le technicien qui connaît que utiliser des pesticides, c'est minimum 5 ans de rémanence. Ça veut dire que sa nocivité reste au sol pendant 5 ans. Ça, c'est le moins dangereux. Sinon, la moyenne, c'est 20 ans. Si vous faites la sommation de tous les produits chimiques, la moyenne, c'est 20 ans de rémanence au sol. Et donc, chaque année, l'eau de ruissellement vient amener dans les cours d'eau. Et donc, il n'y a plus de poissons. Et comme on utilise les pesticides, ça racle l'herbe sur le sol, mais ça racle aussi les herbes aquatiques. Donc, il n'y a plus de poissons. Bientôt, on n'aura plus d'élevage parce qu'il n'y aura pas assez d'herbes pour nourrir les 100 millions de têtes qui font notre fierté actuellement. Et l'agriculteur n'aura pas de la bonne terre pour travailler. Moi, j'ai la chance de circuler un peu partout dans le pays. Si vous allez aujourd'hui à Benoît, c'est un mini-désert, alors que c'est officiellement classé en zone soudanienne où tout est vert. Mais là, il n'y a pas la nourriture. Oui. Parce que les espèces ont disparu. Ce qui nourrit le sol a disparu. Les pesticides ont tout dégradé. Sur l'écosystème. Voilà, et donc la biodiversité est complètement en danger. Donc vous avez des poches de désert dans l'espace soudanien qui semblent être notre soupape de sécurité environnementale. Donc c'est très grave. Voilà un peu, quand vous dites agriculture, élevage et pêche, comment est-ce qu'ils peuvent assurer notre sécurité alimentaire? Maintenant, le lait, c'est sûr que c'est biaisé par du chimique. Mais est-ce que ces produits chimiques sont autorisés ou bien ça vient de façon frauduleuse? Et les autorités ne sont pas au courant de... Oui, justement, autorisés ou pas, on a des compétences tchadiennes dans le domaine. Autorisés ou pas, on a des compétences tchadiennes dans le domaine. Il y a certains produits qui sont interdits en Occident, ceux qui les ont fabriqués, actuellement. Et c'est utilisé ici, au nom des enjeux que je ne sais pas expliquer. Parce que ce n'est pas moi qui ai pris ces décisions. Je ne sais pas vous donner des éclairages. Mais je sais que nous avons des compétences nationales dans le domaine de la chimie et qui connaissent, quand j'exprime que minimum 5 ans de rémanence, ils le savent, ce que ça veut dire. Ils font les analyses des sols, ils connaissent la dangerosité, et donc, normalement, nous devrions remonter ce type d'informations aux politiques, par exemple à monsieur le ministre, et le monsieur le ministre l'enverra à monsieur le président pour prendre des décisions fortes, comme pour les cas de l'EDA. Exactement. Et je crois qu'il nous faut cela. Et le LEDA n'est pas seulement interdit sur l'ensemble du pays. Hein. Et ça vaut la peine de l'interdire. Parce que quand vous arrivez dans certaines localités parce que le LEDA, c'est pays, 100 ans. Minimum 70 ans avant que ça se dégrade. Ça persiste. Oui. Donc, voilà. Monsieur le ministre, c'est une question, c'est une question vraiment sérieuse. Hein. On peut avoir l'impression, peut-être je me trompe, je souhaite me tromper même, on peut avoir l'impression qu'il y a, par exemple, le SECOCDA, qui est un centre qui a comme compétence l'analyse de tout ce qui vient de l'extérieur, de tout ce qui est produit même à l'interne. Mais j'ai l'impression que je ne vois pas circuler des bulletins où on dit, par exemple, comme cela se fait dans certains pays, tel produit sont interdits sur le territoire, tel produit sont nocifs, etc. Je ne vois pas. Il y a le laboratoire national des eaux, qui est une structure qui a les capacités technologiques, humaines, etc. pour faire l'analyse des eaux, non pas l'eau produite par la STE seulement, mais également ce que, d'une manière ou d'une autre, on appelle l'eau minérale. Qui sont parfois importées. Il y a plusieurs importées. qualités. Aujourd'hui, on me dit non, si tu bois cristal, c'est très bon, mais quelqu'un d'autre me dit non, si tu bois ceci, c'est pas bon, etc. On ne va pas faire la publicité. Le laboratoire national des eaux doit en principe nous dire, ça a été fait il y a quelques années, mais ça a relâché maintenant, où on dit, bon, on a fait l'analyse de telle eau, etc., il y a des efforts à faire, etc. On fait des critiques pour permettre l'amélioration de tout ce qui est denrée que nous consommons. Et ça, je crois que les institutions existent, les structures existent, mais peut-être que ce n'est pas utilisé à fond, je crois.
Oui, je pense que nous avons intérêt à réagir très vite pour chercher à résoudre ce problème. Sinon, on va se retrouver sans poissons, on va se retrouver sans produits agricoles, etc., de qualité. Et il ne nous reste pas grand-chose. Nous allons très rapidement parler du plan national de développement de l'élevage. Bon, on a déjà évacué. Parlons un peu de l'aménagement du territoire et surtout de l'habitat également. Ça, c'est une question importante puisque le Tchad s'est doté de la loi sur l'aménagement du territoire en 2019. Et qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses sont améliorées? Je me tourne vers vous, Monsieur Kolagué, et vous allez vous faire compléter très rapidement par l'ancien ministre. Oui, c'est vrai que au niveau du gouvernement, il y a une loi qui est promulguée en 2019, c'est la loi 25, portant orientation de développement et fixant les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire. C'est un texte législatif qui est là. Seulement, pour le moment, je dirais que les textes d'application ne sont pas encore élaborés. Oui. Et 2019, pourquoi ce retard? Bon, peut-être le ministre pourra nous avancer oui. Il y a plusieurs raisons pour cela. Je crois que, bon, je ne vais pas entrer en réalité dans les détails, mais les projets existent. Dans les machines, dans nos différentes directions, les projets de texte existent, mais qui ne sont pas encore soumis à validation du gouvernement. Mais au niveau technique, les textes sont en gestation. Bon, il y a bien d'autres textes également. En termes d'aménagement de territoire, le gouvernement a fait un schéma national d'aménagement de territoire. Un schéma national d'aménagement de territoire qui fixe les orientations pour jusqu'à 2035. 2035, les grandes lignes sont fixées, quels sont les enjeux, les objectifs poursuivis et tout ce mécanisme pour traduire en acte, les orientations en termes d'aménagement de territoire. Je voudrais aussi préciser que l'aménagement de territoire, c'est un secteur transversal, c'est une politique transversale. Ouais. Donc, les orientations sont fixées, mais la mise en œuvre de ces orientations revient à chaque secteur, à chaque département ministériel, qui doit traduire ça en action sur le terrain. Et c'est un document qui est très, très intéressant. Et nous pensons que il y a un petit problème d'appropriation de ces documents par les différents départements qui sont concernés de mettre en œuvre ces orientations-là. Et progressivement, nous organisons des réunions pour mieux faire comprendre aux différents secteurs l'intérêt qu'ils ont à suivre ces orientations-là. Voilà. Mais, Monsieur le ministre Sandji Madounia, vous pouvez... Non, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que autant les textes législatifs prennent du temps à être formulés, adoptés, promulgués, autant les textes réglementaires également prennent beaucoup de temps. Par exemple, la loi d'orientation, si on remonte un peu un peu en arrière, c'est depuis 2004-2005 que ça a fait l'objet des rencontres, des séances de travail, etc. D'ateliers, voilà, pour que ce soit 15 ans plus tard, que ce soit promulgué. Je trouve que c'est très long. De même, la stratégie nationale d'aménagement de territoire, vous avez bien dit, c'est une stratégie nationale, mais il faut décliner ça très rapidement en stratégie régionale, en stratégie départementale, de manière à ce que d'échelle en échelle, on puisse arriver à faire comprendre aux citoyens qui se trouvent dans un département qu'il y a des actions à faire. Et donc ça, c'est important, mais encore une fois de plus, il faut accélérer les choses de manière à ce que ceux qui sont chargés de la mise en œuvre n'aient pas l'impression qu'après le législatif, il faut attendre encore 10-15 ans pour pouvoir avoir les textes réglementaires. Et ça, c'est vraiment une faiblesse au Tchad. Qu'en est-il de l'habitat, en 2 mots Bon, je sais qu'il y a
stratégie nationale de logement. Ouais. Il y a une stratégie nationale de logement. Mais qui peine aussi à être... Qui est pour le moment un peu dépassée, obsolète. Donc ça demande à être réactualisé pour tenir compte du nouveau contexte. Est-ce que vous, les techniciens, vous avez eu à faire des propositions dans ce sens pour réactualiser? Bien sûr, mais il y a une structure qui découle de cette stratégie nationale qui est actuellement là, la Soprofim. Je dirais même deux, parce que la Banque de l'Habitat également est une structure qui découle de la stratégie de logement. La Banque de l'Habitat, elle est déjà opérationnelle, même si le volet habitat tarde, parce que les textes qui permettent de faire de la promotion de l'habitat tardent à être promulgués. Bon, je crois qu'au niveau du gouvernement, ça fait déjà quelques allers-retours. Ça demande quelques rajouts, parce que ça a été présenté en conseil de ministres, il y a eu des observations, et nous sommes en train d'intégrer ces observations pour pouvoir les réintroduire. Parce qu'on ne peut pas faire de l'habitat sans un fonds approprié. Oui, il faut la question des finances. Voilà. Donc il y a ces textes-là qui déclinent un peu les objectifs du fonds de promotion de l'habitat, tout le mécanisme de financement de cette politique qui sont là. Et déjà, même au niveau du terrain, par rapport à la Soprofim, il y a déjà quelques réalisations de logements à Toukra, Toukra-Moussogoum. Il y a une première tranche d'une soixantaine. Mais est-ce que ces logements respectent les règles de l'art? Si. Non seulement ça respecte les règles de l'art. Parce qu'on entend des plaintes de ceux qui viennent habiter, parce que parfois c'est exigu. Non, en fait, ça dépend également des moyens. Parce que là, quand vous voulez faire une habitation, vous avez un terrain d'une dimension quelconque. À l'intérieur, vous pouvez faire une habitation modulable de manière à ce que, au départ, c'est peut-être une chambre étrangère, une chambre parent et puis le salon. Mais au fur et à mesure que vous aurez d'enfants, comme dit Dr Ali Zakaria, vous allez étendre cela. Et c'est ça peut se faire. Il y a des espaces qui sont réservés. Oui, il y a des espaces qui sont réservés à cela. Oui, quand vous prenez le terrain, il faut concevoir déjà de telles habitations pour qu'à l'avenir on puisse étendre ça. Mais parce qu'au départ, il y a un problème de moyens. Aujourd'hui, il est très intéressant de faire remarquer que certains produits sont défiscalisés, qui entrent dans le cadre de la construction. Bon, défiscalisé, c'est très bien. Mais les moyens dont disposent les citoyens tchadiens, c'est pas encore ça pour lui faire un grand bâtiment avec R1, R2, c'est pas possible, il ne pourra pas payer ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre, merci à vous autres. Le temps qui nous est imparti est arrivé à terme pratiquement. Vous pouvez dire en un mot? Oui, par rapport à ces logements, il y a 3 types de logements d'une manière générale, en fonction des revenus des populations. Il y a des logements de type social pour les revenus comme les fonctionnaires, et il y a des logements de type comment dirais-je économique. Il y a des logements de haut standing. Donc c'est catégorisé de telle manière que chacun a sa part dans ces types de logements. Merci beaucoup de cet éclairage. Grâce à vos éclairages, nous avons mieux compris c'est quoi les politiques publiques et sectorielles, surtout les politiques sectorielles, avec plus de précision de la part du docteur Ali Zakaria Moussa. Merci d'avoir accepté de venir nous édifier. Merci également à vous, monsieur Koulagué, d'avoir accepté de participer à cette émission. Monsieur le ministre, malgré vos occupations, vous êtes venu nous édifier un peu sur ce thème. Merci. Et comme il y a beaucoup d'axes, nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres axes qui sont encore restés pour que nous soyons clairs sur cet aspect très important qui fera également l'objet des débats au niveau du dialogue national. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la semaine prochaine.